et des études complémentaires. Il y a des écrivains pour lesquels ça présente plus d'intérêt que pour d'autres. La nature même de l'œuvre de Jo Bousquet, sa dispersion, sa richesse, ce terrain très particulier qu'il s'est inventé lui-même entre la poésie et la philosophie, tout ça fait qu'on n'en a pas fini de sitôt de découvrir la profondeur de cette œuvre. Maurice Nadeau la connaît très bien. Alors, c'est toujours un peu compliqué de dire du bien des gens devant eux, surtout quand on le pense vraiment. De Maurice Nadeau, c'est encore pire parce qu'il est très capable de se moquer de vous. Donc, je vais quand même prendre quelques risques. Il est ici d'abord pour presque une anecdote, parce que un des premiers livres de la maison d'édition Verdier, un des premiers textes qui est paru en 1980, qui est un livre de Jo Bousquet qui s'appelle Papillon de neige, qui est un journal des années 39 à 42, qui est un très beau livre, a été préfacé par Maurice Nadeau. Les éditions Verdier, dans cette région, à la Grâce et en ce banquet, c'est pas rien, donc c'est symboliquement important et logique que Maurice Nadeau soit ici. Et puis aussi, bon, c'est un infatigable témoin littéraire, un irremplaçable lecteur, et il a, j'ai envie de dire bien évidemment, croisé le destin et l'œuvre de Jo Bousquet. À l'apparition de son Histoire du surréalisme en 1945, il a échangé avec Bousquet une correspondance dont il a eu la gentillesse de nous confier quelques extraits qui ont été publiés ce matin dans Courrier Matin. Alors, je vais vous laisser en compagnie de Maurice Nadeau. Je vais rester là pour de temps en temps lui poser des questions, mais je ne crois pas que ce soit très, très nécessaire. Je vais quand même poser la première. Votre premier contact direct avec Bousquet, c'est cette correspondance, parce qu'il lit votre livre, Histoire du surréalisme. Qu'est-ce que vous disiez sur lui dans ce livre? Je ne m'en souviens pas, c'est ça le malheur. Mais probablement je ne lui donnais pas dans ce livre une place, la place qui lui convenait, la place qu'il méritait. Et je crois que c'est ce qui l'a amené à m'écrire une lettre qu'il n'a pas envoyée. C'est aussi une histoire bizarre. C'est après que les Cahiers du Sud m'avaient demandé un article sur l'état présent, enfin actuel, à l'époque du surréalisme, que Bousquet m'a écrit. La lettre qui a été publiée. Et il en profitait pour dire, mais au fond, quand j'ai reçu votre livre, je vous avais déjà écrit, je ne vous ai pas envoyé la lettre, alors la voici. Alors dans le même envoi, il y avait ces deux lettres. Bon. Alors elles sont intéressantes, enfin si vous les avez lues, vous avez pu vous en apercevoir. Elles sont intéressantes parce qu'elles racontent une fois de plus les circonstances de sa blessure. C'est jamais tout à fait la même chose, suivant les correspondants. Bon, il y a des points de détail qui diffèrent, mais enfin c'est toujours cette histoire qui est, et puis pour cause, qu'il a traumatisé, qu'il a rendu infirme d'ailleurs. Bon, alors il y revient constamment, et surtout pour montrer qu'il y a comme comme toujours un intersigne quelque part. En face, c'était Max Herz, lieutenant de la colonne allemande, du pavillon allemand, bon, qu'il affrontait. Bon, c'était encore une histoire. Et puis la deuxième lettre, ou la lettre de 47, c'était pour pas se plaindre, mais pour dire quand même, le surréalisme, je connais bien, j'en fais partie, j'en suis, et c'est même un peu mieux que ce que vous en dites. Paf. Ça, c'était pour ma gouverne, très bien. Ça s'est passé comme ça. J'étais très, très flatté qu'ils m'écrivent. J'avais évidemment 50 ans de moins. Enfin, je vais dire, j'étais un jeune homme. J'étais un jeune critique dans le journal de Pierre et Camus, enfin, de Combat, profitons-en pour le dire. Mais, et lui était déjà un écrivain, je dirais, consacré, méconnu et consacré. Enfin, c'était le grand écrivain de province. Bon, c'est Carcassonne, tout ça.
Il avait eu le tort de ne pas être parisien pour les surréalistes. Et c'est peut-être aussi le fait que je ne lui avais pas donné la place qui lui convenait. Ça, c'est possible. C'est toujours cette histoire de Paris qui obnubile un peu. Et il en profitait pour dire ce qu'il pensait du surréalisme et qu'il était, lui, au-delà des positions du surréalisme à l'époque. J'en ai fait mon profit. Bon, très bien. Je n'ai pas répondu parce que je ne me voyais pas lui répondre. Enfin, je ne me considérais pas comme un correspondant de Bousquet. Enfin, ça, c'était vraiment trop d'honneur qu'il me faisait. Bon, alors c'en est resté là. Mes rapports avec Bousquet. Sauf que chaque fois qu'il publiait un livre, bon, on en parlait, soit dans les journaux où j'écrivais. Voilà. Alors, sur cette question du surréalisme, en gros, vous l'avez présenté comme ce qu'il était, c'est-à-dire quelqu'un qui était signataire d'à peu près tous les manifestes, tous les appels, toutes les prises de position des surréalistes, mais qui, pour des raisons évidentes, n'était pas présent à Paris et donc on oubliait plus facilement. Et en gros, le sens de sa lettre, c'est qu'il vous dit je ne suis pas physiquement présent, mais en fait, j'ai signé tous les appels et il revendique une véritable appartenance. Oui. Et c'est plus compliqué que ça en même temps. Non, il y a quelque chose à quoi j'ai pensé avant de venir ici, c'est les dates de naissance. En ce moment, on fête le centenaire de Bousquet, on fête le centenaire d'Aragon. L'année dernière, c'était le centenaire de Breton, c'est le centenaire de Zara. C'est-à-dire tous les gens qui sont nés dans les époques 96-97, qui étaient bons à faire de petits soldats pour la guerre de 14. Hein. Et tous l'ont fait plus ou moins. C'est-à-dire que Breton, Aragon étaient médecins auxiliaires, ils n'étaient pas directement sur le front, ils avaient 17-18 ans. Bousquet a été pris, fauché, il avait 20 ans. C'est-à-dire que c'était des jeunes gens. C'était des jeunes gens, et je me suis rendu compte de ça, qui, quand la guerre s'est terminée, étaient pleins de dégoût pour la chose à laquelle ils avaient participé. Il y avait une révolte qui est quand même à la base de ce mouvement, qui est un mouvement parisien, parce que les gens se voient à Paris. Ils se voient plus souvent. Il y avait Apollinaire qui était là, qui est mort en 18, juste au moment où ils font sa connaissance. Breton, Aragon, puis c'était le même hôpital du Val-de-Grâce, etc. Bon, il se forme quelque chose avec Soupeau aussi, qui découvre les champs de Val-d'Aurore, enfin l'autre amont, bien. Et Bousquet, lui, il est déjà infirme, cloué sur son lit où il attend la mort. Il croit d'abord qu'on va le guérir. Et c'est assez tragique que dans ses premières correspondances, enfin que ce soit avec les lettres à Marthe, il croit qu'on va le guérir finalement, puis il sait bien finalement que non, il croit plutôt que c'est la mort qui le guette. Et c'est à partir de là que je crois qu'il y a c'est pas une génération, mais c'est quand même une bande de gens qui ont subi la même expérience, et terrible pour Bousquet, moins terrible pour les autres, bien sûr, et qui ont qui sont pris dans le même mouvement de révolte contre la société, contre toutes sortes de gens. Il y avait dans les lettres à Ginette, je salue Madame Augier qui est ici présente. C'est très émouvant pour moi qu'il soit là, je tiens à le signaler. Où il dit, c'est pas là-dedans, c'est tout un, vous voyez, j'ai préparé quand même les choses, enfin, je suis pas vu les mains dans les poches, mais il lui dit, c'est bien ça, lettre à Ginette, je ne t'aurais pas parlé ainsi l'an dernier, etc. Tu es assez grande pour me comprendre. Donc vivre, plutôt faire de toute sa vie l'instrument d'une révélation
où mon âme se contente d'établir de plus en plus grand son empire sur moi. Par les contraintes que l'on m'avait impliquées, aider mon esprit à se découvrir des profondeurs derrière tout ce que le monde lui propose. Cette négation systématique, c'est par là qu'il va se rapprocher des surréalistes. N'ayant d'ailleurs pas à s'exprimer en parole, n'ayant aucun besoin de s'avérer militante, autrement dit, pour être clair, j'emmerde le Dieu des catholiques et tous ces couillons de curés qui ont fait du salut éternel une entreprise, qui l'ont donné comme issue aux plus bas instincts de conservation de l'humanité. Je me fous de l'armée, de la patrie, du drapeau, je me fous du roi, du président de la République et des premiers devoirs, etc., etc., etc. Enfin, vous voyez, c'est pas un état de résigné, c'est un état de révolté qui fait qu'il colle bien à ce mouvement qui naît à Paris, enfin, en fin de compte. Et à part ça, il arrive à créer son propre chemin. C'est peut-être aussi cette distance obligée qui fait qu'il a été de ce mouvement sans en être. C'est peut-être aussi une chance après, parce que du coup, il trouve un chemin qui lui est propre. Oui. Est-ce que ça a joué? Peut-être. Voilà, il y a le... C'est un peu l'intitulé de cet exposé qu'on avait dit au quart de ce siècle. Je dis, bon Dieu, ce siècle, mais qu'est-ce que c'était ce siècle? C'est la guerre de 14-18. C'est la révolution russe. 17, ça a eu une certaine influence sur les intellectuels français, sur les écrivains, etc. Ça a été le Front populaire en 36, je vais vite. La guerre d'Espagne, et puis une nouvelle guerre en 39-45. Et Bousquet meurt en 50. C'est-à-dire, la moitié du siècle, au fond, il l'a passé dans sa chambre, c'est une affaire entendue, où beaucoup de gens venaient le visiter, lui raconter aussi ce qui se passait un peu ailleurs, et lui-même était un grand lecteur, et il suivait les événements de très près. C'est-à-dire qu'il n'est pas, comme on le représente parfois, comme l'homme immobile, oui bien sûr, mais enfin l'homme immobile qui se déplace de temps en temps quand même. Il y a la Bugatti de son ami Dusselier, il y a cette chaise roulante, bon, c'est pas drôle, mais enfin il va dans le pays de son enfance, il va à Marseillan, il va à La Palme, enfin jusqu'en 40 au moins il bouge un peu. Et c'est un homme, enfin surtout d'après les photos, qui sont terribles, il est émacié comme ça, alors que moi je le vois à travers ses écrits, ironique, dur, violent. C'est un homme violent, pas du tout dur, élégiaque, et comme on a tendance à le représenter. C'est aussi ça qui me plaît en lui. Alors bien sûr, sur j'étais parti comme ça, sur tous ces événements, tout ça, bon, il y a des citations, il y a des choses, je peux vous dire, mais enfin, vous en savez autant que moi là-dessus, alors c'est pas le fait d'insister. Sur le surréalisme, quand même, j'ai vu dans le petit bouquin qui est toujours merveilleux, qui est ancien, mais où il y a eu son ami Gaston Massat qui fait un portrait de lui. Il y avait eu Bergevin aussi, qui était un ami et qui a très bien parlé de lui. Et il dit à propos ce qui le retient dans le surréalisme. Sur tous les points, nous étions d'accord, dit-il, avec les gens de Paris. Je puis résumer ainsi notre conviction commune: la vie, telle que des siècles de civilisation l'ont aménagée, n'est que l'image de notre foi en la vie, qui est la vie même. Mes amis surréalistes m'apprenaient que tout ce qui nous éveille, et même le corps que nous sommes, appartient au passé. Je leur devais de voir mes jours comme un songe dont mes rêves sauraient m'éveiller. L'audace éclatante des surréalistes aura facilité les démarches auxquelles nous prédestinait la qualité de notre entrain, et je trouve une satisfaction d'ordre moral très grande à prétendre que notre action, avant de s'éveiller à la conscience d'elle-même, respirait dans leur liberté. Moi, qui n'aurais pas élevé la voix à mon tour, n'ai jamais pris au sérieux les seules aspirations qui me font un bien précieux de ma vie ici-bas,
si je n'avais pas rencontré Paul Éluard et André Breton, et si je n'étais pas devenu leur ami. C'est quand même une déclaration intéressante. Il écrit très tôt, il écrit dès qu'il le peut, dès 1920 déjà, il publie un petit peu, il publie des choses qui ne sont pas très bonnes, enfin il publie dans le genre médiéval, Cité de Carcassonne, Jean Viollet-le-Duc, enfin etc. C'est pas très intéressant, mais il y a le fait qu'il écrit aussi pour lui, qu'il ne publie pas forcément. Je prends un peu d'eau parce que là je commence à dessécher un petit peu. C'est-à-dire ce journal qui n'en finit pas et dont il va tirer des extraits pour ses différents ouvrages. C'est à ce journal qui se confie et dans la liberté la plus grande. C'est-à-dire, bon, ce sont ce qu'on appelle des textes surréalistes, enfin on peut c'est-à-dire qui sont toujours sous le coup d'une fulgurante, d'une inspiration qui lui vient, etc. La parole vient, et en même temps il s'aperçoit de l'importance que c'est pour lui, la parole, nommer les choses et les faire exister. Alors le langage, tout ça, bon, il y avait de grands ancêtres, je veux dire, de son vivant, enfin des gens plus vieux que lui, c'est-à-dire Valérie et Gide, qui avaient déjà, bon, eux c'était des petits genoux par rapport à ça, hein. Mais il y avait François-Paul Lalibert aussi, qui est un homme de Carcassonne, qui écrit des vers, qui écrit des poèmes valériens, lui aussi, le langage, la pensée, donne une signification aux poèmes, etc. Bon, il est pris un peu dans il a beaucoup d'amis, enfin, il a ce Claude Estève qui est un jeune professeur de philosophie à Carcassonne, et qui va lui amener des disciples, qui va lui amener René Nelly, qui va lui amener un certain nombre de gens avec qui il fera plus tard la revue Chantier, qui est que je n'ai regardé que récemment grâce à M. René Pignès, et qui m'a appris beaucoup de choses, parce que je vois que les textes surréalistes de Bousquet ne sont pas inférieurs aux textes bretons à l'époque. Et d'ailleurs, quand il parle de Nadja, quand il parle du traité du style d'Aragon, etc., on voit que c'est son cœur qui le porte. Breton est le plus grand, Éluard est le plus grand poète, Breton est un géant, en fait, etc. Enfin bon, il est pris d'admiration pour ça, pour ces gens, il y a juste titre. Bon, ça durera pas, enfin ça durera quand même un certain temps. Ça durera d'autant plus qu'il fait la connaissance de Max Ernst, enfin Max Ernst vient le voir, ce fameux lieutenant du bataillon de Vailly en 1918, qui voulait passer à toute force, et lui qui voulait résister avec ses belles bottes rouges. Bon, il y a ce Max Ernst qui lui offre ce tableau formidable qui sera dans sa chambre et qu'on ne voit plus maintenant, et qui s'appelle La Forêt. Il y a Éluard qui vient ensuite le voir aussi, d'abord Gala Éluard, puis Éluard, et à partir du moment, on voit dans cette revue qu'à partir du moment du numéro 4 de Chantier, ça change tout à fait. François-Paul Lalibert, très bien, magnifique, bon, mais déjà quand Éluard apparaît, bon, là, Bousquet aussi se livre. Et il se livre de façon toujours merveilleuse. Enfin, ce sont les plus belles pages qu'il ait écrites, je crois, à cette époque. Bon, l'idylle va durer un certain temps, d'autant plus que les Bretons est très sourcilleux, très attentifs à ce qui se passe là-bas, à Carcassonne, et ce Bousquet, on les fait signer des manifestes. Manifeste contre la guerre du Rif, allons-y, manifeste contre Paul Claudel, canaille, et comment, manifeste, enfin, etc. La déclaration du je ne sais plus quel mois d'août 1925, où il dit il ne faut pas nous prendre pour des littérateurs, des écrivains, des artistes, nous sommes
nous allons faire changer la société, changer la vie, comme veut dire Rimbaud, bon, bien sûr, et puis changer la société et au besoin à l'aide de marteaux matériels. Enfin, c'était formidable.